le développement économique, vous le disiez, c'est évidemment une compétence majeure de la région. Le problème dans notre région, c'est que depuis la fusion des 3 anciennes régions, ce développement il est extrêmement inégalitaire puisque beaucoup de richesses sont créées, produites en Gironde, parfois au détriment des richesses qui peuvent être produites ou des compétences qui sont détenues par tous les salariés dans les autres départements. La chose importante qu'on porte au niveau du développement économique, c'est le conditionnement des subventions qui sont faites aux grands groupes industriels dans notre région, parce que ça n'est plus possible de subventionner les yeux fermés des groupes qui ensuite délocalisent, abandonnent les salariés. Et je voudrais là peut-être nuancer le bilan que fait M. Rousset de son action industrielle, parce que son bilan, c'est des centaines d'emplois qui sont menacés actuellement, c'est des dizaines de plans de licenciement massifs dans des entreprises où les salariés avaient des projets de conversion de leur outil de travail vers des activités durables. Donc avec nous, ce sera plus 1 euro pour les grands groupes qui polluent et qui licencient. Je mets donc des conditions sociales et écologiques à cette activité. Parce que aujourd'hui, autour de cette table et dans ce débat, on a quelques-uns des responsables des désastres sociaux qui sont en cours. C'est-à-dire que j'ai une pensée là pour mon camarade, ami et porte-parole Philippe Poutou, qui est sur ma liste et qui s'est battu pendant des années aux côtés des autres salariés de Ford pour maintenir des centaines d'emplois. Comme d'habitude, l'écoute est toujours tournée vers les actionnaires qui ont à chaque fin de mois, eux, leurs dividendes au détriment des gens qui galèrent, qui souffrent et qui surtout ont une peur pour le lendemain, pour leurs enfants, pour leur vie. Et il faut absolument remettre des conditions dignes d'existence aux gens et donc que la puissance publique qu'on représente ce soir s'interpose entre le capital et les grands groupes qui en font absolument ce qu'ils veulent. Je pense que les filières qu'on appelle filières d'avenir, c'est celles dont on décide qu'on a besoin pour demain. Donc c'est peut-être un peu redondant de répondre ainsi, mais je crois qu'on doit fixer des priorités. Et pour nous, ce qu'on veut pour la région, c'est une région qui prend soin des gens et qui prend soin de l'environnement. Donc les filières d'avenir, à mon sens, il y a toute cette vague de métiers du soin pour lesquels on doit créer des formations professionnelles publiques, mais je crois qu'on y reviendra. Parce qu'on a aussi une démographie avec une population qui vieillit et c'est important de s'occuper de nos aînés notamment. On doit aussi prendre soin de l'environnement, donc il faut des métiers et des agriculteurs qui soient formés à de nouvelles techniques. La méthode que nous, on voudrait proposer et mettre en avant pour ces filières d'avenir, c'est revenir aussi à l'humain, aux compétences et à la valorisation des savoir-faire humains. C'est-à-dire que contrairement à certaines des listes qui sont présentes ici, je crois fermement que nous n'avons pas besoin de fuite en avant vers le progrès, la robotisation, les biotechnologies, etc. Je crois qu'au contraire, il faut revenir à des savoir-faire plus simples, moins coûteux en énergie notamment, parce que la bifurcation écologique est impérative aujourd'hui. Et je prends juste un exemple. J'étais l'autre jour dans les Deux-Sèvres sur une exploitation maraîchère qui travaille avec une association sur les outils utiles pour des exploitations maraîchères en bio, de taille raisonnable, etc. Et ces gens réapprennent à faire leurs outils de travail. Et je crois que c'est fondamental de faire confiance à ces savoir-faire pour demain. Réagir aux propos de Madame Darrieussecq sur le monde agricole aujourd'hui, parce que je crois que vraiment, on ne va pas avoir les mêmes agriculteurs si jamais on pense que la fuite en avant vers la mécanisation à outrance est quelque chose qui rend les agriculteurs aujourd'hui satisfaits de leurs conditions d'existence. Moi, j'ai une pensée pour les familles des agriculteurs qui se suicident beaucoup trop régulièrement dans notre pays, qui sont pour la plupart surendettés, qui ont une pression financière énorme, qui sont également malades et qui rendent parfois les riverains, les habitants malades également parce qu'ils sont obligés du fait de la pression des entreprises phytosanitaires, dépendre des pesticides. Vous me répondez sur la satisfaction qu'apporte le progrès et la mécanisation. Donc je me permets de vous répondre là-dessus. Et ensuite, j'enchaîne sur la formation professionnelle, justement sur le monde agricole, puisque nous, on voudrait investir massivement dans la formation professionnelle publique. J'insiste sur cette qualification, puisque aujourd'hui, le mouvement qu'on a vu depuis quelques années, c'est un passage du public et de la maîtrise de justement quelle formation pour quel métier demain à là aussi des subventions qui sont dirigées vers le monde privé, avec des contenus de formation qui baissent drastiquement en qualité, avec certaines formations qui mènent les gens dans des impasses professionnelles,
avec surtout un manque de moyens du coup criant pour les organismes de formation professionnelle publique. Et pour revenir à la transition sur le monde de l'agriculture, je crois vraiment qu'il est urgent justement de former la nouvelle génération d'agriculteurs qui est amenée à lancer de nouvelles exploitations en Nouvelle-Aquitaine, puisque comme vous le savez, c'est 5 à 6 exploitations qui ferment chaque jour et la moitié des agriculteurs qui seront à la retraite dans 10 ans. Donc il faut les former à ces nouveaux... J'ai quelques secondes encore. Il faut les former à ces nouvelles techniques, au maraîchage, à l'agriculture biologique. Il faut les former parce que c'est maintenant qu'on doit engager la bifurcation écologique. Ensuite, il sera trop tard et j'ai pas envie d'assister à ça sans dire que c'est aujourd'hui et je crois qu'il y a une réelle attente populaire pour cette transition. Non, on n'y va pas. Je crois que là, dans le débat, c'est intéressant puisqu'il y a un clivage clair. La droite est unie sur cette question de la LGV. Je crois au contraire qu'il faut qu'on récupère de la marge de manœuvre financière pour financer en priorité les déplacements du quotidien de notre région. Et non, Monsieur Rousset, ça n'est pas un succès populaire. Peut-être que si on fait 3 débats par semaine, j'arriverai à vous convaincre. Mais l'enquête publique a montré que 95% des gens qui se sont prononcés... Oui, l'enquête publique a montré que les gens s'opposaient à ce projet de LGV. Et par ailleurs, puisqu'on parlait des élus locaux, les maires qui voient potentiellement leur village coupé en deux par le tracé de la future LGV ne sont absolument pas ravis. Et ça non plus, ça n'est pas un succès populaire. Pas de LGV, ensuite, sur les mesures alternatives, moi je crois que c'est la LGV ou la gratuité. En l'occurrence, nous, on propose la gratuité des transports publics et locaux pour tous les Néo-Aquitains. Parce que ça n'est plus possible que la mobilité individuelle avec la voiture et les gilets jaunes, la mobilisation des gilets jaunes l'a montré, que la mobilité contrainte en voiture soit un frein au déplacement, que ça entraîne des renoncements à se soigner, que ça entraîne plus généralement un renoncement à la mobilité qui se traduit par un renoncement à l'accès à des services publics. Donc gratuité totale, en commençant par des publics prioritaires et d'ici à la fin du mandat pour tous les Néo-Aquitains, pour tous les déplacements. Et ensuite... Juste un mot sur le ferroviaire, puisqu'on a un débat pas inintéressant. Je crois qu'il faut réinvestir massivement donc, dans les lignes qui existaient avant. Et beaucoup de gares ont fermé dans notre région. Et je peux vous assurer que les habitants des villes qui ne sont aujourd'hui plus desservis par ces transports publics et locaux en pâtissent dans leur quotidien. Je reviens à la question de la dépendance à la voiture, qui n'est, on ne peut pas le dire, une solution durable pour demain, compte tenu des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au transport dans notre région. Oui, alors sur l'aménagement du territoire, je le disais tout à l'heure, mais il y a un énorme problème de concentration des richesses autour de Bordeaux et dans le département de la Gironde plus généralement. Ça n'est pas un problème en soi, seulement il faudrait que la richesse soit plus équitablement répartie sur le territoire. J'étais l'autre jour en déplacement à l'île d'Oléron et j'ai constaté les problèmes de logement qui ne sont pas propres à l'île d'Oléron, mais qui sont partagés dans beaucoup de villes du littoral. Vous le disiez à l'instant. Les gens ne peuvent plus se loger, parfois, dans notre région. C'est-à-dire que sur Oléron, il y a des gens qui vivent dans des cabanes avec des enfants, qui n'ont pas accès à l'assainissement, qui doivent, parce qu'ils font des métiers plus précaires que les autres, qui doivent se loger dans des conditions qui sont parfaitement indignes. Si on doit parler aménagement du territoire, il faut absolument parler du foncier, de la construction des logements sociaux. Je sais bien que ça n'est pas proprement une compétence régionale, mais on doit fixer de grandes orientations. Et j'aimerais qu'on parle aujourd'hui et qu'on ait une attention pour tous les habitants du territoire, pour tous les Néo-Aquitains, qui ne doivent pas, parce qu'ils ont des revenus inférieurs aux Bordelais, par exemple, qui ont les moyens encore de se loger dans cette ville, compte tenu du fait que l'immobilier a largement explosé et comme d'autres villes, chasse les plus pauvres à l'extérieur de l'agglomération. Il faut absolument avoir une attention à tous les Néo-Aquitains et leur fournir des conditions d'existence dignes. Je crois que c'est là notre rôle pour l'aménagement du territoire en Nouvelle-Aquitaine. En quelques mots, je pense que ce qu'on vit et ce qu'on constate aujourd'hui dans les inégalités liées à l'aménagement du territoire, c'est aussi beaucoup la conséquence de la fusion des 3 anciennes régions, Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine. Je suis la seule tête de liste qui est issue de l'ancien Poitou-Charentes et je crois que c'est révélateur d'une logique de centralisation dont on a déjà un petit peu parlé. Ce que je voudrais dire à ce moment, c'est que je crois qu'il ne faut pas avoir peur des décisions populaires et de ce que les gens pourraient souhaiter en fait, en premier lieu pour leurs besoins quotidiens en termes de transport, en termes d'emploi, etc. Et donc, une des propositions que l'on porte et dont je suis très fière, c'est
l'instauration du RIC, référendum d'initiative citoyenne, qui par pétition permettrait aux gens de choisir les projets qu'ils jugent prioritaires. Et je le précise aussi, qu'il y aurait aussi une dimension révocatoire, c'est-à-dire que nous ne souhaitons pas que les gens nous donnent un blanc-seing pendant 6 ans. Ils pourront revenir sur ce qu'on essaiera de faire dans cette région Nouvelle-Aquitaine et ils pourront nous dire si jamais ils sont insatisfaits. Je crois que c'est ça aussi dont on a besoin, c'est-à-dire que l'éloignement géographique, c'est aussi un éloignement politique, un éloignement démocratique. Je trouve que c'est une question vraiment fondamentale que celle de la maîtrise du cycle de l'eau, parce que, comme vous le savez, c'est un bien commun et 46% aujourd'hui de l'eau douce est utilisée pour l'agriculture. Il faut drastiquement réorienter nos pratiques agricoles et je le disais aussi sur le sujet de l'eau, parce que les 2 exemples que vous citez, ils sont extrêmement intéressants. Je serais intéressée d'entendre Madame Darrieussecq sur son déplacement sur le lac de Caussade, qui est une construction illégale menée par des agriculteurs membres de la FNSEA, où le ministère de l'Environnement, et donc votre collègue Madame Pompili, demande au contraire qu'on vide cette retenue qui est dangereuse pour les riverains. Donc, premier point intéressant. Deuxième point, les bassines, en effet, absurdité totale, c'est-à-dire que ça va profiter à 10% des agriculteurs de la région, donc massivement aux irrigants et aux maïsiculteurs, et au détriment de tous les autres, au détriment de l'environnement, puisque juste à côté, vous savez qu'il y a le marais Poitevin, qui est un magnifique écosystème, mais qui est en train d'être asséché par ce type de pratiques agricoles absolument désastreuses. Donc nous, à la région, on proposera un plan de gestion économe de la ressource en eau, avec l'application enfin des trames vertes et bleues, avec la protection du littoral, avec un encouragement aux municipalités à mettre en place les régies publiques de l'eau, parce que je crois que c'est une question absolument fondamentale qui nous concerne toutes et tous et qui est surtout déterminante pour l'avenir de la région. En quelques secondes, je me permets, l'eau des bassines, elle est pompée dans les nappes phréatiques. Donc les agriculteurs, ce sera les premiers pénalisés une fois que ces nappes seront asséchées. Je pourrais vous parler du Mignon, qui est une rivière qui coule à l'envers dans les Deux-Sèvres. On en est là. Donc je crois qu'il faut vraiment réagir sur cette question de l'eau. Merci beaucoup d'avoir organisé ce débat. Je pense que ça a eu le mérite de la clarification. La droite macronisante a pu discuter des subtilités de la future fusion de second tour pour son programme. Je crois qu'aujourd'hui, on porte, nous, une vraie alternative politique de gauche, un programme ambitieux pour la région, la transition écologique, la sauvegarde de nos emplois, et les gens sont réellement lassés des mensonges à répétition et finalement d'une sorte de mépris qu'ils ressentent très profondément. Donc j'espère que les 20 et 27 juin, il y aura beaucoup d'électeurs et d'électrices qui se déplaceront pour l'alternative qu'on représente avec la liste On est là.